Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, nous allons parler du dernier film de Paolo Sorrentino, qui les enchaîne quand même ces dernières années, qui s'appelle La Grazia. Et pour cet épisode, je suis avec Liam. Comment ça va, Liam? Eh bien, très bien. Toujours quand on parle d'un bon film, et c'est un très bon film, donc ça fait plaisir. Et je suis aussi avec Arthur. Comment ça va, Arthur? Ça va. D'accord, Bonsoir. merci Arthur. Non mais, bonsoir, oui, ça va, merci, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et donc, comme j'ai dit, nous allons parler de La Grazia de Paolo Sorrentino. On passe une petite bande-annonce, je vous fais le résumé, et ensuite on va parler un petit peu du film. Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica. Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà? Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi. Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino. Il tuo mandato sta per finire, papà. Quando è che prenderai le tue decisioni? La Grazia, de quoi ça parle? On suit Mariano De Santis, président de la République italienne à la fin de son mandat, qui est confronté à une crise morale lorsqu'il doit choisir d'accorder ou non la grâce à deux personnes qui ont commis un meurtre. Liam, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur La Grazia de Paolo Sorrentino? Bien évidemment. Alors, La Grazia, c'est un film que je n'attendais pas spécialement, étant donné que je suis très partagé sur le cinéma de Sorrentino, que je trouve en même temps très enlevé, très vivant, mais n'hésitant pas à aller loin, peut-être trop loin pour son propre bien, à l'instar du dernier tiers de Parthénopée qui m'a un peu abandonné, mis de côté, alors que je trouvais assez intéressant son regard sur cette jeune femme, sa propre perception d'elle-même et la manière dont elle se confronte au regard masculin. Et ici, ce film tombait un petit peu dans sa dernière partie à mes yeux. Mais La Grazia avait de très bons retours de personnes de confiance et je me suis dit qu'il fallait que je le tente. Et effectivement, c'est un film qui m'a surprenamment ému. La Grazia, c'est assez intéressant dans sa manière de parler déjà d'une forme d'immobilisme. On est quand même face à un personnage qui n'est pas tout à fait dans le passé, pas tout à fait dans le futur, qui essaie de jouer la carte du temps pour essayer de ne pas tomber dans telle ou telle polémique. C'est intéressant justement que ces dernières décisions l'imposent à prendre des décisions. Lui qui est connu justement pour être quelqu'un de très indécis, qui reste coincé. Et donc on a cette perception temporelle entre cette évocation d'une femme disparue qui l'aurait trompé et dans laquelle il reste marqué par cette tromperie, et en même temps cette impossibilité à se raccrocher aux nouvelles générations. Je pense à ce plan de chorégraphie vidéo où il est séparé par un écran de jeunes danseurs et danseuses, et à chaque fois, il est repoussé dans le temps par rapport à sa propre place. Et ça crée un personnage qui est admirablement bien interprété par Tony Servillo, dans quelque chose de très, très amer, mais très intériorisé à la fois. Pour moi, c'est l'une des grandes forces de la Grazia, c'est interroger ce regard avec quelque chose qui est assez touchant, mais qui n'hésite pas à être quand même du Sorrentino. Je pense à cette chute de politiciens sur fond de musique électro, je pense à ces évocations rap, je pense justement à des moments qui auraient pu aller dans ce trop-plein, mais c'est un trop-plein qui nourrit et qui remplit le film, plutôt que le faire partir dans tous les sens. Et rien que pour ça, j'ai été très, très touché, mais également très marqué par la subtilité de sa mise en scène, jusqu'à ce dernier plan, que je ne vais pas dévoiler évidemment, mais qui pour moi incarne toute cette grâce du personnage, toute cette envolée qui pour moi nourrit ce film émotionnellement, thématiquement, et qui le rend aussi vibrant.
Eh bien, merci beaucoup pour ton avis. On va passer à Arthur. Est-ce que tu veux bien nous donner ton avis sur la Grazia? Toi qui aimes bien Paolo Sorrentino. Alors moi j'adore Paolo Sorrentino, j'ai quasiment vu tous ses films sauf deux, donc This Must Be the Place, celui avec Sean Penn, mais je crois qu'on l'a fortement déconseillé plusieurs fois, et puis son premier aussi, mais que je dois voir sous peu. Et globalement, c'est peut-être son pire à mes yeux, c'est peut-être celui qui m'a le moins branché. Autant j'avais adoré Parthénopée l'année dernière, on en avait parlé ici avec Jordan. Donc si vous voulez aller écouter ce qu'on avait dit sur Parthénopée, qui était vraiment pour moi excellent et qui avait des moments absolument incroyables, des moments vraiment de grâce absolue avec toute la beauté du cinéma de Sorrentino. Je trouve qu'ici, il n'en est rien. C'est-à-dire que c'est sûrement son film le plus plat. Alors ça va à l'image du personnage qui lui aussi ne sait pas trop où il est, la mise en scène s'adapte un petit peu à son personnage, mais du coup on en avait parlé un petit peu en amont avec Jordan, qui disait que c'était peut-être le film le plus sage de Sorrentino, et je trouve qu'en fait c'est peut-être ça le problème, c'est que c'est son film le plus sage, et du coup c'est son film à mes yeux le plus ennuyeux, même si l'ennui est subjectif, mais surtout son plus fade d'un point de vue de mise en scène, c'est-à-dire qu'il ne dit rien, il ne montre rien, il n'y a aucune envolée. Alors je vais reprendre une phrase que je lui avais fait mais à Jordan, et qu'il s'était un peu moqué de moi, mais le film s'appelle Grazia, donc la grâce, et je trouve qu'il n'y a, contrairement à son cinéma habituellement, aucun moment de grâce, à part peut-être cette scène où il essaye de récupérer la larme d'un cosmonaute sur un écran, et encore l'écran est tellement mal fait et tellement moche que ça gâche un peu le spectacle, mais vraiment très 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 déçu de ce La Grazia, parce que je pense que quand il traite de la politique, il le fait plutôt bien. Silvio et les autres le faisaient bien, du peu que j'en ai vu, parce que j'ai pas fini la version longue. Et Il Divo est absolument exceptionnel. Et ici, bah ouais, très très déçu, très ennuyé même de ne pas avoir apprécié, parce que j'ai trouvé ça vraiment sans saveur, vraiment strictement sans saveur, une mise en scène qui ne me fait pas penser à Sorrentino, qui me fait penser à un papy qui s'ennuie et qui sait plus trop quoi faire. Alors sûrement comme ce président italien qui n'en peut plus de sa fonction, on dirait que Sorrentino n'en peut plus du cinéma et qu'il n'a plus trop d'idées de mise en scène et de forme. Et j'ai trouvé ça bien dommage et assez triste vu l'amour que je porte pour ce réalisateur en temps normal. Bah moi je vais rebondir tout de suite parce que comme tu parles un petit peu de mise en scène, tant qu'à faire ça va faire un petit peu le lien. Je pense que ça ressemble à du Sorrentino honnêtement, sauf qu'effectivement, comme tu dis, on en avait parlé un petit peu en dehors, c'est du Sorrentino un peu plus sage. Pour moi, ça s'explique en tout cas par le fait que, donc comme tu l'as dit, même si toi c'est du côté un petit peu plutôt d'un point de vue déception, c'est qu'il suit ce président qui est en fin de mandat et qui paraît clairement un petit peu lessivé en fait par rapport à ce qui se passe. Il se retrouve avec quelques derniers dilemmes moraux à régler, mais qui lui posent lui vraiment beaucoup de soucis parce qu'il est un petit peu piégé en fait entre ce qu'il faudrait faire d'un point de vue démago, disons, ou d'un point de vue populaire, et ses propres croyances, ses propres blocages aussi par rapport au Vatican. Et, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu en fait dans ces décisions. Et en même temps, il y a ce côté où en fait il est toujours un petit peu, on va dire, pas en colère, pas rancunier, mais il pense toujours au fait que sa femme l'ait trompé plusieurs années auparavant, plusieurs décennies même auparavant, je crois que c'est dit 30 ou 40 ans, quelque chose comme ça. Et donc en fait il est obnubilé par ça, il est obsédé par ça vraiment pendant tout le film. Il ne fait que penser à ça, il ne fait que ressasser ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est un petit peu drôle parce qu'on se dit, le gars est président de la République, il est en fin de mandat, il a des dossiers assez importants pour la politique d'un pays à gérer. Et le mec, nous, ce qu'on entend, on va dire parce que c'est en voix off, ce qu'on entend, c'est vraiment ses pensées qui sont obnubilées par la tromperie de sa femme il y a vraiment plusieurs décennies. Donc moi, je trouve qu'en plus, il y a un décalage un petit peu drôle. Je voulais revenir sur la mise en scène. Ce qui est, je trouve, intéressant, c'est que déjà on retrouve toujours chez Sorrentino ces personnages qui se déplacent, qui regardent des choses avec cette caméra qui va se déplacer avec eux. Ils se déplacent toujours lentement, la caméra est toujours très lente, la caméra généralement quand elle effectue un mouvement, c'est quasiment toujours par des travelling, quasiment toujours par un travelling soit avant soit arrière.
essentiellement vers l'avant d'ailleurs, mais voilà, c'est toujours des déplacements très lents. Il y a aussi des travelling latéraux, hein, il y en a beaucoup, même chez Sorrentino en règle générale, c'est quelque chose qu'il fait beaucoup. Les travelling, c'est quelque chose qu'il utilise vraiment énormément parce que ces personnages se déplacent souvent, même si c'est pour aller d'un point A à un point B, et il n'y a pas forcément d'intérêt à démarrer de ce point B pour aller à un point A. Mais le personnage se déplace quand même, c'est une manière chez Sorrentino de montrer qu'il y a toujours du mouvement en fait chez ces personnages, et il y a quand même du mouvement chez ce personnage de De Santis, enfin du président quoi. Et d'un autre côté, il y a aussi ces moments de grâce dont tu as parlé. Moi, je trouve qu'il y en a plusieurs. Il y en a quand même. Il y a ce fameux moment avec la larme avec l'astronaute, mais il y en a quand même d'autres un petit peu... alors, beaucoup moins que dans Partenope, par exemple, ou dans La Grande Bellezza, ou dans plein d'autres Sorrentino, ou dans sa série. Mais il y en a, et je trouve que d'avoir fait justement un film qui est peut-être un petit peu plus sage, d'un point de vue de la mise en scène, peut-être un petit peu moins vulgaire même, diront certains, permet à ces moments de grâce peut-être de plus exploser à l'écran de par leur contraste en fait par rapport au reste. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et un autre truc que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que le personnage du président est quasiment toujours baigné d'une lumière, mais il y a quasiment uniquement la moitié de son visage en fait qui est baigné d'une lumière pour montrer vraiment son dilemme intérieur, le fait que c'est un personnage qui est complètement tiraillé en fait entre plusieurs choses, entre plusieurs idées, entre plusieurs décisions. C'est un personnage qui va douter énormément, et c'est vraiment représenté par la mise en scène jusqu'à cette fin. Parce que alors, quand il est baigné uniquement par cette lumière d'un moitié du visage, c'est essentiellement parce qu'il se retrouve dans ce palais présidentiel. Alors je ne sais pas comment il s'appelle, on va dire que voilà, c'est l'équivalent de l'Élysée pour l'Italie. Et donc il est toujours dans ce palais, il se balade, etc. Et au moment où il va prendre ses décisions, quasiment dans la foulée, alors je spoil un petit peu, hein, mais ça vous avez l'habitude dans l'Eclipse, donc il va prendre ses décisions et il va décider de partir, en fait, de son poste, de démissionner. Et à ce moment-là, on va le voir on va dire dans une vie un petit peu plus citoyenne, donc séparé de son rôle de président. Et là, d'un coup, il a un visage qui, au contraire, est illuminé toujours, éclairé toujours de la même manière. De manière uniforme plutôt. Et voilà, comme si il avait enfin acquis une espèce de paix une sorte de paix intérieure. Je trouve que c'est vraiment un film qui s'inscrit... tu l'as comparé à Silvio pour parler de la politique. Silvio, c'était vraiment un film d'une vulgarité absolue. Parce que Silvio Berlusconi était d'une vulgarité absolue. Et le but, c'était de montrer, via la mise en scène vulgaire, la vulgarité et la vacuité de cette classe politique à l'époque. Là, c'est vraiment un anti-Silvio, parce qu'il n'y a pas du tout de vulgarité, il y a très peu de festivité, et on est vraiment sur un film qui est presque sur le ton de la marche funèbre, en fait. C'est vraiment, comme on est à la fin d'un mandat, c'est le terme un petit peu galvaudé qu'on utilise beaucoup, mais c'est crépusculaire, quoi. On est vraiment sur la fin de quelque chose, et là, en l'occurrence, c'est la fin de ce personnage de président, qui en plus est très aimé, il faut quand même le dire, donc vraiment, encore une fois, qui se situe un petit peu dans l'anti-Silvio, parce que les Italiens n'aiment pas trop Berlusconi, et ne l'aiment pas en tant que personne, et ne l'aiment pas en tant qu'image aussi, parce que Berlusconi a énormément marqué à l'international. Pour être allé à Rome et avoir parlé un petit peu de Berlusconi, ça les gonfle beaucoup que l'Italie soit ramenée systématiquement à Berlusconi. Et donc ce personnage est très aimé. Il y a une scène à un moment donné, elle s'appelle la Scala de Milan, tout le monde l'applaudit. Il y a même ça, c'est même un peu grotesque, parce que vraiment c'est une standing ovation digne de Cannes, là où il compte les minutes. Et puis il y a un homme lors de cette scène qui lui dit ouvertement qui le remercie en fait d'avoir sauvé l'Italie, je cite, de ce fou. Alors de qui il parle? Est-ce qu'il parle de Berlusconi? Parce que de ce fou, c'est du prédécesseur du président dans La Grazia. Donc est-ce qu'il parle de Berlusconi? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? On ne sait pas trop en fait. Ce personnage, c'est vraiment un président italien. On a l'impression que les Italiens ne l'ont pas eu depuis des décennies, depuis un bout de temps, parce que je veux dire, c'est pas l'équivalent de Meloni non plus, donc on ne sait pas trop. C'est un personnage de président un peu fantasmé, je dirais, par Sorrentino, comme si Sorrentino nous montrait qu'il aimerait bien avoir
un personnage comme ça. Bon bref, je me perds un petit peu dans un tunnel sur ce personnage-là, mais c'était pour dire que on est vraiment sur quelque chose d'assez, vraiment de beaucoup plus, je vais pas dire sombre, mais funèbre sur ce personnage, et en même temps, et après je vais vous relaisser la parole, même si j'ai plein d'autres choses à dire sur le film, c'est un film que j'ai trouvé très drôle. Il y a vraiment énormément de scènes qui m'ont fait rire. Déjà, Sorrentino, je trouve qu'il a un talent fou pour croquer des personnages un peu absurdes qui vont nous faire rire uniquement de par leurs caractéristiques physiques, voire matérielles. Par exemple, moi je pense au personnage de Jude Law dans The Young Pope. C'est un jeune pape un peu irrévérencieux qui fume et boit du coca. Et je trouve ça exceptionnel parce que c'est vraiment voilà, le mec un peu rebelle, un peu voilà, et il fume à l'intérieur du palais du Vatican. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une image qui marque. Là par exemple, l'image moi qui me marque, qui est encore avec un pape, c'est que le pape est noir et il fait du scooter. Il a des dreadlocks, c'est exceptionnel. Il est vraiment, c'est pas du tout l'image des papes tels qu'on l'a moi perso depuis Jean-Paul II. Il est à contre-courant moi de l'image qu'on se fait d'un pape et c'est une image qui me fait beaucoup rire. Il y a plusieurs trucs comme ça. Il y a le fait que quand il y a l'arrivée du président portugais, sous une pluie diluvienne quasi apocalyptique. Déjà, ça c'est très drôle. La dilatation du temps qui rend le truc vraiment drôle, qui transforme ça presque en scène vraiment en scène comique, mais en scène presque, je saurais pas comment dire, on n'est pas sur un running gag, parce que le principe du running gag c'est que ça se reproduit plusieurs fois, mais ça s'étire et c'est drôle, et ce président il en prend plein la gueule, et les deux autres ils sont là à le regarder galérer, et c'est vraiment hilarant. Par-dessus ça, Sorrentino, il te lâche une musique électro. Alors, j'y connais peu en électro, mais il me semble que c'est de l'acide. C'est absolument hilarant, mais vraiment, c'est absolument... Enfin, moi, j'ai beaucoup ri. Et il y a plein de choses comme ça. À un moment donné, il est en train de chanter du rap, parce qu'il se met à écouter du rap. Il chante du rap, il a son petit casque, il est content. Et à un moment donné, il y a un panoramique sur un garde qui le regarde comme ça, avec les yeux sur le côté. Moi, ça m'a vraiment tué de rire, parce que on se rend bien compte que le garde, il se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé à notre président qui se met à chanter du rap? Enfin, il y a vraiment énormément de scènes très drôles comme ça. J'ajouterais la scène post-générique avec Coco, qui est vraiment très drôle. Là, je vais pas expliquer pourquoi, mais elle est très drôle. Et donc voilà, Sorrentino, il a ce talent des fois de passer d'une scène à une autre, de passer d'un personnage à un autre. Enfin là, en l'occurrence, on est toujours avec le président, mais on va dire d'une discussion de ce président avec un personnage à une autre discussion avec un autre personnage, avec d'autres personnages, avec des scènes qui sont très drôles. À un moment donné, il donne une espèce de, pareil, certainement l'équivalent de la Légion d'honneur, ou voilà, je sais pas comment ça s'appelle en Italie, à des gens, et il va la donner donc à ce fameux rappeur, et le rappeur à un moment donné il se met à chanter, enfin d'un coup ça sort un peu de nulle part, et puis tout le monde dans la pièce est un peu gêné et un peu machin comme ça, et ça m'a beaucoup fait rire. Et d'ailleurs, soit dit en passant, le rappeur fait une allusion à Metal Gear Solid, et ça a touché mon petit cœur de fan de Metal Gear Solid. Donc voilà, moi c'est vraiment, contrairement à toi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, dans la lignée en fait des films de Sorrentino. Pour l'instant, j'ai jamais été déçu par un film de Sorrentino, mais j'ai regardé jusque-là à peu près tous ces connus. Tu l'as dit tout à l'heure, This Must Be the Place, etc. Je ne l'ai pas encore vu non plus. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis, je vais vous laisser rebondir sur quelque chose si vous avez quelque chose à ajouter. Mais je tenais à dire à quel point j'aime ce film et que je l'aime presque autant que Parthénopée, pour des raisons qui sont presque opposées, mais que j'aime autant l'un que l'autre. Justement, j'avais envie de rebondir sur ta remarque sur la lumière du film, étant donné que la chef opératrice d'Aria d'Antonio est la même que celle de Parthénopée, et je trouvais justement qu'il y avait quelque chose de très complémentaire en même temps dans les deux films, dans leur rapport d'existence, dans leur traitement. Comme tu dis, tu parles de Trébuscule, et c'est vrai que ça peut faire cliché à dire, mais en même temps, je trouve que ça convient bien dans son approche narrative, dans son approche émotionnelle. Donc pour moi, ça résume assez bien cette tonalité. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, niveau humour, niveau dramaturgie. Je trouve aussi qu'il y a ce rapport avec son cheval qu'il laisse mourir, qu'il laisse traîner, agoniser en souffrance. Il y a quelque chose dedans qui renvoie encore une fois à son inaction, à sa passivité, et ça rajoute une cruauté en plus au personnage, mais qui fonctionne bien par sa personnalité, parce que le film raconte de lui.
Voilà, j'avais juste envie de souligner ce petit point pour éviter d'être redondant avec tout ce que tu as mentionné auparavant. Bah, la scène avec le cheval, je l'ai pas évoquée, mais elle représente, c'est une passivité et effectivement ça montre peut-être une certaine cruauté, mais justement c'est une cruauté, comment dire? On est plus sur quelque chose, on est vraiment sur le dilemme moral parce que alors, dans le résumé, j'ai parlé du dilemme sur les grâces présidentielles à accorder à 2 personnes qui ont commis des meurtres et qui demandent une grâce présidentielle. Mais il y a un autre débat, donc c'est un débat sur l'euthanasie. Accepter ou non l'euthanasie en Italie. Et en fait, ce personnage du coup de président, quand il voit ce cheval agoniser, on sait que pour les animaux, le réflexe tout de suite, c'est l'euthanasie. Voilà, on ne va pas le laisser souffrir. C'est la phrase qu'on utilise quand on se dit tiens, voilà, il faut achever, il faut l'achever. Et là, le président, lui, justement, il va avoir une réaction qu'on n'a pas d'habitude avec les animaux, c'est-à-dire non, on ne va pas le faire. On va le laisser agoniser. Et je pense que d'une certaine manière, c'est aussi ça qui lui permet de prendre sa décision à la fin. Je ne spoilerai pas parce qu'il n'y a pas besoin que je spoile la décision à la fin. Et voilà, c'est le fait d'avoir aussi peut-être vu cette agonie, cette mort de ce cheval qu'il avait l'air d'aimer beaucoup, de la voir de ses yeux pour prendre cette décision à la fin. Est-ce que oui ou non il accepte l'euthanasie en Italie et donc c'est cruel, mais en même temps c'est peut-être le truc dont il avait besoin aussi, parce que c'est pas une cruauté, on va dire, d'un point de vue méchanceté, c'est plus lui, il ne sait pas quelle décision prendre et il a peut-être besoin d'être confronté à ça d'une certaine manière via un cobaye animal, ce qui paraît cruel, hein, dit comme ça, d'un pur point de vue, comment dire, d'un pur point de vue, enfin je le dis comme ça, mais ça paraît cruel dit comme ça, voilà. Et donc voilà, une fois qu'il est confronté à ça, il se retrouve à deux. Enfin, je pense que c'est ce qui pousse à sa décision, comme beaucoup de choses d'ailleurs, parce que la manière dont il va choisir en fait à qui il va donner sa grâce, est-ce qu'il donne une grâce ou pas, et ben effectivement c'est pareil, ça va venir de certaines décisions. Il y a d'autres choses que je trouve intéressantes, par exemple, c'est la manière dont lui est tellement passif et tellement borné qu'en fait il va finir par saouler tout le monde. Par exemple, le personnage de Coco, qui était une amie de sa femme, etc., en fait elle va lui rentrer dedans assez systématiquement, mais par exemple une autre femme qu'on voit beaucoup au début du film, qui est le personnage de sa fille, va en avoir tellement marre de lui qu'elle va décider de partir. C'est-à-dire que Sorrentino l'évacue purement et simplement du film, mais en donnant une excuse à cette évacuation du film, c'est-à-dire qu'il va donner un prétexte. C'est pas juste un personnage qui va disparaître du film, elle va disparaître parce que son père est insupportable. Elle ne peut plus le supporter, elle ne peut plus supporter le fait que son père lui demande de prendre la responsabilité de certaines décisions politiques alors que ce n'est pas elle le président, enfin la présidente, pardon. Et donc voilà, il y a beaucoup de petites choses comme ça où on voit que Sorrentino est aussi un petit peu piquant en fait avec son personnage de président, et il n'est pas du tout complaisant vis-à-vis de ce qu'on pourrait considérer comme une lâcheté ou comme une difficulté à prendre une décision, parce que ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre d'un point de vue moral. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose c'est un film qui est assez subtil sur certaines choses, mais en tout cas c'est vraiment, je pense que c'est un film que je reverrai avec plaisir quand il sera diffusé sur Canal, un de ces quatre, comme j'ai eu plaisir à revoir Parthénopée, parce que voilà, moi j'adore ces petits moments vraiment dignes de Sorrentino. Je vais vraiment voir un Sorrentino pour voir ces moments sorrentiniens, disons. Tu l'as cité un petit peu tout à l'heure, mais la dernière scène avec la musique s'appelle Sphère, il me semble, c'est du genre un peu de l'ambiance. Il est en apesanteur comme ça, c'est absolument magnifique. Cette dernière scène est absolument magnifique avec ce travelling arrière qui rend tout ça d'une légèreté, mais qui est vraiment fascinante. Et voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Vraiment uniquement parce que c'est un film de Sorrentino et sa manière très particulière de capter ses personnages et de capter ces moments de beauté régulièrement. Je trouve que c'est toujours aussi beau en fait. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi toi Arthur par exemple, tu trouves que ça manque de grâce, parce que au contraire je trouve que le film est perpétuellement ponctué comme ça de petits moments. Et même si le reste est peut-être un petit peu plus sage, eh bien je trouve qu'il y a quand même vraiment énormément de choses très intéressantes tout au long du métrage, quoi.
Alors, j'ai vraiment retenu aucune scène sorrentinesque sur tout le long du film. J'ai vraiment eu l'impression de voir un peu un- une pâle copie de La Main de Dieu, qui était déjà une production Netflix, qui était déjà beaucoup moins bien que ce qu'il pouvait faire, parce que beaucoup plus sage, etc. Je pense que vraiment ce que j'aime, c'est Sorrentino. Et ce que beaucoup de gens détestent, et d'ailleurs La Grazia a des meilleurs avis critiques que la majorité de ses précédents films, à croire qu'il a bien raison d'être sage, il acquiert enfin un statut auprès de la critique presse, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense que ce que j'aime, c'est quand il fait n'importe quoi, quand ça part dans tous les sens, et quand il exagère constamment, quand il est réellement baroque, en fait. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment eu l'impression de voir un film, mais d'un- d'un- d'une platitude monstrueuse. J'ai même pas eu l'impression de voir un de ses films finalement. Si on enlève Tony Servillo, qui est d'ailleurs toujours comme d'hab excellent, et encore, je pense qu'il tient ici peut-être son rôle le moins intéressant de sa carrière. En tout cas, ce qui le met le moins en avant, parce que même lui, on a l'impression, personnellement, je trouve que durant tout le film, il s'ennuie, il sait pas trop quoi faire. Tu dis, il passe comme dans beaucoup de films à regarder des choses qu'on voit pas, qui sont hors champ, etc. Je suis d'accord, mais là, on a plutôt l'impression qu'il essaye de combler un vide monstrueux. Le film dure 2h15 et il pourrait clairement en durer une de moins. Enfin, à mes yeux, en tout cas. Ouais, voilà, on se rapproche d'un film pour la télé. Enfin, c'est assez fou de tomber là-dessus après un Parthénopée. Et je pense ça manque en fait de folie. La Grande Bellezza, qui est mon film préféré de lui, et je vais peut-être hérisser les poils de certains qui nous écoutent, parce qu'il est par beaucoup des gens, même que je suis sur Sens Critique, etc., absolument détesté, haï même profondément. En fait, pour moi, c'est tout ce qu'est Sorrentino, c'est-à-dire la capacité de filmer une scène de danse monstrueuse au début, de proposer des ralentis putassiers, mais absolument magistrales et magnifiques, et ensuite d'osciller avec une scène de nuit sur la jeunesse de son personnage, avec une musique d'une douceur absolue et d'une poésie rare. Et ici, pour moi, il n'y a rien de tout ça. C'est juste des plans qui s'enchaînent, très fadas, et dont je ne retiens rien en fait. Et puis pendant qu'on fait l'émission, je regarde un petit peu les fiches de ces films sur Cinelounge, où il y a qu'on appelle ça des galeries avec des images. Et vraiment, quand je regarde les images de La Grazia, j'ai l'impression de voir au mieux un documentaire télé, au pire un très mauvais téléfilm sur certains aspects. Alors je dis pas que le film est moche, mais c'est juste sans aucune saveur en fait du début à la fin. Et même la scène dont je parlais avec l'alarme, ou peut-être 2-3 moments que vous citez, même celle avec le cheval, j'en retiens strictement rien en fait. Ça m'a juste laissé froid du début à la fin, un peu comme ce personnage qui, en fait, j'étais à l'image de Tony Servillo. Lui, il se fait chier dans sa fonction de président. Moi, je me suis fait chier devant le film où il est dans sa fonction de président. C'est vraiment assez triste, parce que il faut que je voie les autres. Peut-être que This Must Be the Place, c'est dans le même genre, parce que c'est celui qui se fait en général le plus défoncer. Mais je pense que c'est peut-être également son plus extrémiste. Mais là, vraiment, on est sur du Sorrentino bien trop sage pour moi, et c'est ça qui me déçoit en fait. Je dis pas qu'il faut toujours qu'il fasse n'importe quoi, mais ici, je trouve que ça colle pas à son style, et ça colle pas à ce que j'aime chez lui. Même si Les Conséquences de l'amour étaient déjà un petit peu comme ça, un petit peu plus sage, mais pas à ce point-là. Là, on dirait pas que c'est un film de commande à mes yeux. Enfin bon. Ouais, t'as vécu le film en 4DX, en fait. T'étais vraiment purement méta avec le personnage qui s'emmerde profondément, et toi, bah voilà, t'as pas. Ça m'a donné envie de devenir président. Je me dis, c'est ça la vie de président, autant l'être. Alors en Italie, le président, il a quasiment pas de pouvoir. Enfin, c'est le Premier ministre, enfin, c'est le président du Conseil qui dirige, enfin, des ministres, mais ça se voit ici. Que le président de la République, il a pas grand chose à foutre de sa vie. Ouais, enfin, c'est vrai que. Vraiment dans le film. C'est vraiment chiant. Le mec, il passe 1 an à décider de 2 grâces et d'une loi sur l'euthanasie. Quel emmerdement. Enfin, je veux dire, il se fait chier, le pauvre. Bah, il se fait tellement chier que. Bah, après, c'est aussi ça qui peut être intéressant à discuter, c'est qu'il se fait tellement chier que du coup, il est obligé de ressasser les vieilles histoires de tromperie de sa femme, et le mec devient à moitié paranoïaque sur les gens qui l'entourent, en essayant de deviner qui a pu être l'amant de sa femme. D'ailleurs, puisque tu parles de moments. Tu parles de scènes que tu aimes bien chez Sorrentino qui passent un petit peu du coq à l'âne. Moi, j'aime bien, par exemple, les scènes où c'est lors... alors, il y en a une, c'est un flashback lors des obsèques de sa femme, justement, et l'autre, je ne sais plus à quel moment elle se situe, mais en fait, c'est 2 scènes où le président... Genre il se lève d'un coup, il y a une espèce de music house qui se lance, et lui il se lève d'un coup pour fixer le mec
dont il pense qu'il est l'amant de sa femme. C'est pareil, c'est un truc qui m'a beaucoup fait rire parce que genre le mec, c'est une scène hyper gênante. On est aux obsèques de sa femme et le mec il est là genre à fixer un type en disant je suis sûr que c'est toi qui a couché avec ma femme de toute façon, j'en suis persuadé et tout. Enfin désolé mais moi vraiment ça me fait beaucoup rire. Je crois que la deuxième scène c'est pendant un spectacle de danse qui est diffusé sur un écran ou quoi, je sais pas trop quoi. Et tu parlais de la musique, par contre, là, vraiment, je te rejoins pas parce que je trouve que Sorrentino, là, pour le coup, Parler de la musique. Enfin, je te coupe, mais j'ai pas parlé de la musique une seule fois. non, non, je disais, tu parlais de la musique chez Sorrentino Enfin, dans d'autres films. oui, Tu disais que tu ouais, aimais bien d'accord, oui, d'accord, ouais. l'utilisation qu'il peut avoir avec les changements l'utilisation de la musique en règle générale dans ses autres films. Voilà, c'est ça que tu disais, il me semble. Et là, justement, Non, je disais oui, après, je rebondirai sur ce que tu dis en citant un extrait de La Grande Bellezza en rapport avec ça, mais vas-y, continue, hein. C'est juste, oui, je suis d'accord, j'aimais bien sa manière d'utiliser la musique dans ses autres films. et ouais, Les voilà. ruptures de ton qu'il pouvait y avoir, il y a vraiment des ruptures de ton que je vois moins ici, même si je trouve que la musique, globalement, elle est pas mal dans celui-là, mais elle vient pas, comment dire, embellir une scène. Alors, bah, c'est là justement où je suis pas tout à fait d'accord et voilà, je vais juste donner mon avis sur l'utilisation de la musique dans ce film-là. Après, voilà, on sera d'accord ou pas, c'est pas très important, mais c'est juste pour parler du film. Justement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation de la musique. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Par exemple, la scène avec le président portugais qui débarque et l'utilisation de cette musique, vraiment, c'est du pur acide. C'est assez génial et je crois que c'est utilisé, la musique est utilisée au moins une deuxième fois, peut-être une troisième fois, mais je ne sais pas, le visionnage commence à dater un petit peu. Il y a toujours, donc cette utilisation de cette musique-là, elle est toujours pour des moments un peu apocalyptiques en fait, les rares moments où il va se passer quelque chose à l'écran pour nous et aussi pour ce président, hein, il faut le dire. Il y a toujours cette musique house qui est utilisée lors de scènes qui paraissent pareil un petit peu hors du temps lorsqu'il, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin à l'instant, il se met à avoir vraiment une attitude paranoïaque envers ce qu'il pense être l'amant de sa femme. Il y a toujours cette petite musique un petit peu minimaliste, vraiment ces musiques au piano comme ça qui sont toutes douces pour ces moments où justement il se passe rien. C'est-à-dire le personnage, le président va se mettre à marcher, va se mettre à réfléchir, mais nous on voit rien d'autre que ce personnage qui marche et bon, comme tu le dis depuis tout à l'heure, qui t'emmerde, mais en l'occurrence voilà. Et il y a aussi l'utilisation de la musique ambiante qui est pareil de la même manière utilisée pour les scènes qui sont un peu plus douces, un peu plus atmosphériques. Je pense notamment, on l'a dit tout à l'heure avec l'astronaute, je pense à la scène de l'ascenseur que moi vraiment la toute dernière scène, celle qui termine, alors qui termine pas le film parce qu'il y a un générique et une scène post-générique, mais cette toute dernière scène on va dire du métrage avant le générique de fin que je trouve vraiment très très belle et qui est sur cette musique que j'ai citée tout à l'heure qui s'appelle Sphère, qui permettent justement des ruptures de ton. Et il y a aussi l'utilisation du rap. C'est pas quelque chose je me rappelle pas avoir déjà entendu du rap chez Sorrentino. D'ailleurs, le rap italien, j'en ai quand même rarement entendu. Les rares fois où j'en ai entendu, c'est dans la série Gomorrah. C'est pas quelque chose qui est beaucoup utilisé et au contraire, je trouve que c'est assez intéressant à écouter parce que je trouve que la langue italienne se mêle plutôt bien avec le rap, enfin c'est mon avis, et il y a toujours ce moment un peu en décalage où lui il écoute toujours du rap, enfin il écoute ça comme si c'était de la musique classique, avec un casque, il est en train de sourire en écoutant ça, et voilà il y a un côté un peu décalé sur, on va dire un petit peu la virulence que peut être le rap et lui la manière dont il écoute ça. Bon bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même plusieurs genres musicaux qui sont utilisés et chaque genre musical est quand même souvent utilisé pour causer une rupture de ton justement d'une scène à une autre ou au sein au sein de la même scène, excusez-moi. Et voilà, c'était juste pour rebondir sur le fait que tu parlais de la musique dans ces autres films et que j'aime beaucoup personnellement l'utilisation de la musique dans ce film-ci. Si tu as quelque chose à ajouter, je te laisse la parole. Que j'espère qu'à l'avenir on s'accordera sur une grâce de ta part, Arthur, par rapport à ce film. J'ai moyennement aimé, je l'ai pas détesté non plus, hein. Je suis pas la preuve, je pense que je suis moins virulent que pour certains autres podcasts. J'ai pas détesté, j'ai juste trouvé ça un petit peu insipide, mais ça reste un film de Sorrentino avec un Tony Servillo qui, je pense, est peut-être le meilleur acteur italien de ces 20 dernières années et je continue de le penser et de le croire, même si il y en a d'autres qui sont très bons, hein. Je pense que lui, vraiment, il a une carrière peut-être un peu en deçà de ses talents, mais il a un talent assez exceptionnel. Mais voilà, j'ai pas non plus haï le film, hein.
contrairement à d'autres qu'on a pu présenter. Mais c'est plutôt ma déception qui parle. Alors, je voulais juste, parce que j'étais en train de lire mes notes, peut-être dire un dernier truc. Je disais tout à l'heure que la mise en scène de Sorrentino, elle ressemble quand même beaucoup à ce qu'il a pu faire d'habitude, mais il y a une scène qui m'a marqué, deux même d'ailleurs, mais c'est la même scène en fait, si on veut, c'est que il y a deux scènes qui se passent dans une prison. Donc, chaque personnage, donc le président et la fille du président, vont chacun voir une des deux personnes qui a demandé la grâce présidentielle. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux scènes de l'arrivée des personnages, que ce soit la fille ou le président, est filmé en caméra à l'épaule. Et c'est pas un type de caméra que j'ai souvent que j'ai l'impression de voir souvent chez Sorrentino. Et je trouve intéressant parce que c'est vraiment tout de suite, on est sur un régime d'image qui est plus proche des personnages, plus de fait plus tremblante un petit peu, qui n'est du coup plus aussi stable qu'on peut avoir l'habitude quand il est sur un rail de travelling. Et c'est vraiment comme si le fait d'aller voir comme ça, d'être dans des couloirs de prison et d'être avec d'autres personnes qui, eux, attendent aussi de voir un proche qui est en prison, comme si tout à coup on était vraiment sur un régime, on est sur un régime social différent, voilà, parce qu'on est quand même sur des proches certainement de criminels. Normalement, quand tu es en prison, c'est que tu as commis un délit ou un crime. Et donc, on est sur des proches qui sont là, certainement pas très heureux, parce qu'on a rarement envie, on aime rarement aller voir un proche en prison. Enfin, je suppose, hein, ça m'est jamais arrivé, mais je suppose. Et donc ces personnages de la fille et du président se mettent un petit peu en situation de fragilité à ce moment-là, parce que eux, ils viennent pas du tout pour voir un proche en prison, ils viennent pour prendre une décision d'ordre politique. Donc ils sont vachement en décalage en fait par rapport à d'habitude, par rapport aux autres personnages, et donc ils sont dans une position, je dirais, d'inconfort par rapport à leur position privilégiée d'habitude, vraiment. Donc privilégié, stable, vraiment propre, on va dire, d'un point de vue mise en scène. Et là, d'un coup, voilà, ils se retrouvent sortis de leur zone de confort, un petit peu plus tremblants, un peu plus, peut-être un petit peu moins sur leurs appuis, un peu moins sûrs d'eux et de la place qu'ils ont à ce moment-là. Et c'est d'autant plus marqué que dès que chacun des personnages, en fait, va se retrouver donc dans une pièce avec une des deux personnes à demander la grâce présidentielle, tout à coup on retombe vraiment sur un procédé beaucoup plus classique, et chez Sorrentino est classique en règle générale, c'est-à-dire on se pose, on est en chant contre chant et on a des dialogues, et tout à coup voilà, il n'y a plus ce signe de fragilité parce que ces personnages ne sont plus soumis à cette comparaison, on va dire, avec le peuple et avec ces gens plutôt malheureux ou mélancoliques d'aller voir leurs proches qui sont en prison. Et voilà, je me permets juste de citer ce petit moment parce que ça m'a vraiment marqué la manière dont Sorrentino, lors de ces deux très courts instants, montre ses personnages dans une position un peu d'inconfort, et notamment le personnage du président qui en plus demande à sortir de cette zone de confort, parce que un personnage lui dit on va vous mettre dans une autre pièce, et il fait non, je vais attendre avec tout le monde, en fait je vais attendre avec le peuple, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même un moment un peu gênant où lui c'est un président, il est bien habillé, il est bien droit, il est bien machin, et puis il est avec d'autres personnes qui en plus du coup le dévisagent un petit peu en se demandant ce que vient faire ce président de la République italienne dans cette prison. Et ils sont voilà, les gens le dévisage un petit peu, sont un peu curieux, et j'ai trouvé que c'était pour le coup deux belles scènes surtout celle du président, qui m'ont marqué, et je voulais en parler avant de passer à autre chose. Et voilà, si vous avez rien à ajouter là-dessus, on va passer à la partie suggestion qui est chère à notre podcast, et donc je vais laisser Liam nous donner en premier sa suggestion. Alors, j'avais envie de parler d'un film qui avait également beaucoup de grâce, qui est disponible depuis peu en édition physique. Il s'agit de Nuages flottants, qui est réalisé par Miki Onaruse. L'histoire, c'est celle de Yukiko, une dactylographe qui retourne à Tokyo pour essayer de renouer avec Tomioka, un homme marié avec qui il a vécu une histoire d'amour intense. Mais les deux vont devoir se confrontés à leur opposition entre espoir et désespoir d'un pays qui est marqué par la défaite lors de la Seconde Guerre mondiale.
Le film est intéressant, que ce soit dans son aspect intime, où on sent vraiment le côté très déchirant de cette relation, où on a ce rapport émotionnel qui est marqué, qui est rongé finalement par la tristesse, mais également cette manière de parler du pays, de l'époque, étant donné qu'on est dans un Japon d'après-guerre, et de faire résonner le désespoir du pays entier face à des personnes qui veulent tout simplement s'aimer ou se confronter à la réalité. C'est un film qui est très subtil tout en étant d'une émotivité forte. Vraiment, c'est un très joli mélodrame qui date de 1955 et qui pourtant conserve une poésie, quelque chose de très sensible dans son image. Donc voilà, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement Nuages flottants, c'est disponible chez Carlotta et c'est vraiment un très beau film. Encore une fois, on reste dans le domaine de la grâce artistique, cette fois-ci avec un film japonais de toute beauté. Très bien, et bien de mon côté, je vais aussi partir sur un film que j'ai trouvé vraiment très beau et très gracieux, que j'ai vu il y a quelques temps déjà et que je voulais depuis longtemps mettre en suggestion, c'est Le Nouveau Monde de Terrence Malick, que je trouve absolument splendide. Ça a été un film que j'ai vu fin 2025, courant décembre, et c'est un film qui m'a vraiment emporté pendant toute sa durée, donc ça doit durer à peu près 2 heures de mémoire, et c'est vraiment d'une beauté affolante, comme souvent chez Malick, qui est aussi un réalisateur que je trouve régulièrement empli de grâce et qui arrive à régulièrement m'emporter dans son univers, comme le fait Sorrentino, à travers chacun leur mise en scène respective est absolument complètement différente. La manière dont Malick arrive à capter les regards, à capter l'amour, à capter les sentiments entre les personnages et à capter tout simplement la douceur de certaines choses, tout en mettant ces personnages dans des situations parfois très dures, enfin souvent d'ailleurs très dures. Je trouve que c'est absolument magnifique. Il arrive vraiment toujours à capter la douceur dans les pires moments, et je trouve que Le Nouveau Monde est absolument incroyable de ce point de vue-là, et je vous le conseille. Et maintenant, Arthur, est-ce que tu aurais un film à suggérer à nos auditeurs ? Bah, du coup, j'hésitais entre des trucs que j'avais vus récemment et puis finalement peut-être être thématique avec l'émission, mais du coup, je vais partir sur ce que j'ai vu récemment. Je vais vous conseiller un diptyque de André Cayatte, Cayaté, je sais pas comment ça se dit, réalisateur français des années 50, 60, 70. Donc Françoise ou la vie conjugale et Jean-Marc ou la vie conjugale, qui est un film plutôt intéressant sur un couple qui se sépare, et chacune des deux parties du diptyque montre le point de vue, un coup de la femme Françoise et un coup du mari Jean-Marc, et c'est plutôt subtil dans sa manière d'aborder les relations de couple, dans le sens où tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout le monde n'est pas coupable et tout le monde ne ressent pas les choses de la même manière, et c'est plutôt très bien fait là-dessus. Voilà. Donc Françoise ou la vie conjugale et Jean-Marc ou la vie conjugale. Très bien, merci beaucoup. Et voilà, on a fait le tour de l'émission et des différentes suggestions qu'on a à vous faire. J'espère que cette émission vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, parce que évidemment ça fait toujours vivre le podcast. N'hésitez pas aussi à vous abonner, parce que de la même manière, ça fait vivre le podcast via son algorithme. Vous savez très bien comment ça fonctionne. On vous laisse, comme la tradition l'exige, sur une petite musique, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Salut!